Les 5 chansons de... Dans l'épisode d'aujourd'hui, Bruce Springsteen. Bah alors arrête. Non mais tout ça je peux couper à la limite. De toute façon on peut quand même dire aux gens que on a merdé. Et moi j'ai merdé. Donc bonsoir Maxime. Bonsoir Daniel. Bienvenue sur cette émission les 5 chansons qu'on commence là et on va tout de suite être honnête que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette intro. Take two, parce que moi j'étais pas capable de rebrancher le jack de ton micro et du coup voilà, c'est pas grave. Ça ne va pas tuer la spontanéité. Pas du tout, parce que oui, la spontanéité ça s'invente pas et ça s'apprend pas. Donc on s'est dit bonsoir. Le nom de ce podcast qu'on a fait ce soir pour la première fois s'appelle Les 5 chansons de... D'ailleurs, ça, je peux tout de suite dire, j'ai créé un compte Twitter qui s'appelle @les 5 chansons tout attaché, 5 en chiffres. Et du coup, ça pourrait être un canal de communication pour nous. Donc, et ce podcast que je fais là avec Maxime, qu'on fait ensemble, c'est un podcast sur le thème de la musique dans lequel on va s'occuper d'un artiste, une artiste, un groupe, en gros tous ceux qui font de la musique, et on va choisir 5 chansons de cet artiste. Ouais. Oui. En choisissant donc la première chanson, la chanson numéro 1 sur Spotify. Mm-hmm. Et ensuite, on a choisi chacun 2 chansons qu'on se soumet. Exact. Et chacun d'entre nous donc va réagir aux chansons qu'a choisi l'autre. Mm-hmm. Voilà. Et on va expliquer un petit peu aussi notre choix. Oui, voilà, c'est un peu ça. Donc on va parler de 5 chansons de cet artiste. Tout ça, pas dans une forme magistrale, parce on peut pas dire qu'on a fait des grosses recherches, des grosses recherches. On a juste, Maxime m'a donné 2 chansons et moi je lui ai donné 2 chansons et on a dit voilà, c'est à la fois intéressant de dire pourquoi chacun a choisi ces 2 chansons. Et aussi comment réagit l'autre personne à cette chanson. Et tout ça vraiment plutôt dans un contexte de point de vue, dans un contexte positif. On n'est pas là pour dire que c'est pas bon, même si ça peut arriver peut-être. Dans le premier enregistrement, on a parlé d'une chanson des Rolling Stones que je ne peux plus entendre. Je sais pas si on va passer dessous, mais je te dis tout de suite, c'était Miss You. Donc on va parler de 5 chansons, on va aussi parler de la perception de cet artiste aujourd'hui, mais aussi comment on a peut-être découvert et aussi peut-être pas encore découvert, mais juste perçu dans les médias ou ce qui est représenté pour nous. Et ça dans un style de easy listening, tout tranquille, même si là les premières 20 minutes on va les jeter à la poubelle et voilà, c'est pas grave. Gone for good. Voilà. Et donc toi tu fais le premier petit indice sur notre artiste, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ou quelquefois juste 1, 2. Et le deuxième c'est
Bruce. Donc je venais de dire le seul artiste où tu as parfois sur les enregistrements live l'impression qu'il se fait huer. Et c'est pas juste parce que les gens scandent son nom. Donc notre artiste choisi pour notre première émission, c'est Bruce Springsteen. Exactement, le boss de New Jersey. Et donc on va peut-être aussi donc dire quelles chansons on a choisi. Donc le numéro 1 sur Spotify, et on était un peu étonné parce que ce n'est pas Born in the USA, c'est Dancing in the Dark. Dancing in the Dark. Surprise. Surprise, une petite surprise pour nous en tout cas. Et Maxime, moi j'ai choisi pour toi écouter 10th Avenue Freeze Out en version live de, je crois, 2001. Oui. Surtout sur un album live, je crois la première tournée avec E Street Band après une petite pause. Ouais. Je crois qu'un live à New York City. Live à New York City, exactement. Merci pour la précision, c'est tout à fait correct. Et la deuxième chanson, c'est Tunnel of Love de l'album du même nom de 1987, je dirais. C'est ça. Peut-être. C'est 87. Et Maxime, pour moi, a choisi... Alors, j'ai choisi Stolen Car, un morceau de l'album, du double album The River. Et j'ai choisi un autre morceau qui, très relié, qui s'appelle Racing in the Streets, et une version de 78, une version, je pense, qu'il a dû réenregistrer après la première version qui est sur l'album. Oui. Donc c'est une version alternative avec de l'harmonica. Petit spoiler, je me pose la question pourquoi, mais je vais pas dire plus pour le moment. Non. Mais en tout cas, effectivement, cette chanson, elle existe en deux versions. Il existe d'ailleurs aussi une playlist que moi j'ai créée sur Spotify qui s'appelle aussi les 5 chansons de ... Et dès qu'on a peut-être le compte Twitter un peu activé et autre chose, on peut la partager, comme ça les gens peuvent écouter les chansons dont on parle dans ce podcast. Dans ce podcast, exactement. Et peut-être si jamais, je te le propose là et tu peux me dire ce que tu en penses, on pourrait éventuellement, si on parle d'une autre chanson par hasard, on pourrait les ajouter après aussi. Si dans l'émission, il y a une chanson dont on parle, qui vaut donc d'être mise sur la playlist aussi. Après l'émission, on pourrait la mettre aussi. Mais en tout cas, on met toujours les 5 chansons dont on parle. Alors, ta première perception de l'artiste, ton premier contact et aussi peut-être un contact de près ou de loin. Alors Bruce Springsteen, c'est un artiste, que je connais depuis les années 80. En fait, je pense que c'est ce que je te disais. Je pense que on l'a découvert vraiment en Europe, globalement dans les années 80, au moment de cet album Born in the USA, avec cette fameuse chanson. Et voilà, je pense qu'à l'époque, en 84, j'étais pas encore dans cette musique. Je pense que j'étais trop jeune pour vraiment découvrir Bruce Springsteen. Et voilà, mon premier, ma première perception, mon premier contact avec lui, ça a été l'album Nebraska. Voilà, que j'ai dû acheter, dans les années 2010. Qui est un album qu'il a fait tout seul en très très peu de temps chez lui, et qui voulait réenregistrer avec son groupe, et finalement il a préféré ses démos. Donc je pense qu'en fait moi je m'y suis intéressé plus ou moins à cause de Bob Dylan, parce que Bob Dylan, c'est quelqu'un qui revient par rapport à Springsteen, et je pense que Nebraska, c'était un bon album pour entrer dans cette discographie. D'accord. Donc, pour moi,
le premier contact, c'est aussi, comme toi, on peut le dire, Maxime et moi, nous sommes nés dans la même année. Donc, même si on a grandi dans les pays différents, on a le même âge, donc la même perception de lui. Pour moi aussi, c'est Born in the USA. Et donc, c'est vraiment, d'abord, j'ai l'impression de l'avoir découvert de façon visuelle. Je ne peux pas lier, je peux pas dire une première chanson de cette époque-là. Ça pourrait être une de ces chansons de l'époque, peut-être même Born in the USA même. Mais d'abord, j'ai cette idée, cette pochette avec, le drapeau, avec lui en jean, avec je crois, une casquette de baseball, ou un truc comme ça. Une casquette qui dépasse de l'arrière de la poche. Exactement. Et ça arrivait comme ça, cette image. Et surtout chez moi aussi dans les journaux, dans les magazines de jeunesse pour ados, jeunes ados, pré-ados et ados, où il y avait d'un coup des articles sur Springsteen, sans que j'ai vraiment l'impression de l'avoir beaucoup entendu à la radio, mais c'est tout à fait possible et je l'ai raté. Mais bon, j'avais 10 ans, hein, donc j'ai pas de contact audio. C'est vraiment la première impression, elle est visuelle chez moi. Et je te disais déjà, bon, on va bientôt plus dire je te disais, mais là, comme je dis, on a merdé au début du podcast. Donc, du coup, il y a juste les premières minutes où ça va être un peu répétitif pour nous deux, pas pour vous. C'était des articles qui sont arrivés aussi sur son groupe, parce que vu qu'il avait un groupe avec plein de personnalités différentes, les magazines de jeunesse se sont concentrés sur tout ce qu'ils pouvaient dire. Donc, je me rappelle encore vivement d'un article sur Nils Lofgren, donc son petit guitariste, qui à l'époque sautait sur un trampoline sur scène. Alors, donc, ils ont mis un trampoline, il a joué la guitare, il a donc fait des saltos sur scène avec son trampoline. Et aussi des amis. Il est très petit, on peut le dire. Je l'ai croisé une fois à Berlin. Je l'ai vu solo une fois à Berlin dans un petit club. Et du coup, il a fait des saltos apparemment. Et ça m'a impressionné, même sans rien savoir sur la musique encore. Et Little Steven Van Zandt, pas de relation familiale avec Townes Van Zandt d'ailleurs, mais Little Steven. Non, je me demande s'il a une relation avec les micros pour guitare Van Zandt. Ah, ça, je sais pas. Mais lui aussi, parce qu'à l'époque, il a fait et ça, c'est rigolo, maintenant, on n'en a pas parlé avant. Je me rappelle de la chanson, il a fait une chanson de boycott de l'Afrique du Sud, à cause du régime apartheid. Et il a fait une chanson qui allait I ain't gonna play in Sun City. Parce que Sun City, c'était comme un Las Vegas, en Afrique du Sud. Et, il y avait beaucoup d'artistes qui sont allés faire des concerts, et lui, il a fait un disque contre Sun City, et pour dire que les artistes ne devraient pas jouer en Afrique du Sud tant qu'il y a le système d'apartheid. Et je me rappelle de ça plus que Bruce Springsteen même, bizarrement, parce que aussi on a une mémoire sélective aussi. Hein. Ouais, donc ça nous ramène à la fin des années 80. Ouais, oui, je sais pas. Je dirais cette chanson, elle était plutôt milieu peut-être 85, 6. Après Born in the USA, probablement, il a dû faire un petit solo. Surtout que Springsteen s'est un peu détaché de la E Street Band à partir des fans 80 jusqu'au 2000, 2002 peut-être. Je crois le premier album après c'était Born in the USA, il a fait avec E Street Band. Dans Tunnel of Love, c'est officiellement plus la E Street Band, même s'il y a beaucoup de musiciens. Après, il a fait des albums comme Lucky Town, qu'il a fait avec d'autres aussi. Il est revenu avec The Rising, 2002, mais il a déjà fait Life à New York, ça c'est 2001. Bon, bref... Mais là, je parle beaucoup, mais je voulais dire que après la vraie découverte, c'était autour de 2000, avec plusieurs CD que j'ai acheté d'un coup, et il se peut même que c'était un box set avec Greetings from Asbury Park, The River et Darkness on the Edge of Town, que surtout Darkness on the Edge of Town, j'ai beaucoup aimé, River aussi. Asbury Park, c'était un peu plus, je sais pas,
C'était encore un peu différent, je trouve. C'est son tout premier album. Oui, c'est un peu éclectique, et je sais pas si c'est le bon mot, mais je me rappelle vaguement, en fait. Ça serait celui qui se rapprocherait le plus peut-être de ce que pouvait faire Dylan en termes de façon de chanter, d'écriture. Et ouais. Tu me fais penser à cette période de l'Afrique du Sud. Moi, quand on parle de ça, en fait, j'ai l'image de L'Arme Fatale aussi, qui était un film où il y avait ces espèces de combats qui dénonçaient l'apartheid en Afrique du Sud. L'Arme Fatale, c'est avec qui? Avec Mel Gibson. Et Danny Glover. Oui. Il joue le duo oui. des flics, là. Voilà. Avec comment il s'appelle, là, Joe Pesci aussi. Ouais, exactement. Je sais pas si Joe Pesci est dans le premier film. Ouais. Oui, ça c'est 87, c'est un des premiers films, je crois, que j'ai vu au cinéma. Seul, on allait au centre de Berlin-Ouest à l'époque. Oui, 87, je dirais. Ouais, j'ai un souvenir de ça. Il y avait aussi la chanson c'était le thème de l'Afrique encore qui était très présent, et déjà il y avait Life 8 aussi. Ouais. Il y avait aussi Peter Gabriel qui chantait Biko. Oui, Biko, hein? oui. Ouais. Et il y a eu l'album de Paul Simon. Oui, Graceland. Oui, Graceland. Qui a été enregistré là-bas. Oui, avec des musiciens de là-bas. Ouais. Donc c'était pas appropriation culturelle, oui, non, il a fait. Bon, on pourrait quand même aujourd'hui on peut tout reprocher, mais on va pas rentrer là-dedans. C'est pas l'idée. Mais c'est un bon album d'ailleurs que j'ai pas écouté à l'époque, c'était trop tôt, à part je me souviens de la vidéo avec Chevy Chase, le comédien, où lui il chante et Chevy Chase joue tous les instruments tout le temps. C'était You Can Call Me Al. You Can Call Me Al, c'est ça. Ouais. Donc ça peut être Paul Simon, ça peut être un podcast. Ah oui, d'ailleurs, il y a des artistes où ça va être beaucoup plus facile de choisir les chansons, mais avec Bruce et les gens comme Paul Simon, il y a vraiment aussi de la masse, hein. Oui, donc c'était ces 3 CD là, je crois maintenant en parlant de la mémoire, je dirais c'était un box set avec 3 CD que j'ai acheté. Donc certainement ça, Greetings from Asbury Park, River et Darkness on the Edge of Town. Et voilà, après un va-et-vient, et régulièrement je retourne écouter Springsteen. Toi tu l'écoutes régulièrement? Ouais, depuis que j'ai vraiment découvert cette écriture, et puis que je me suis attaché un peu plus à descendre en dessous de la surface des choses. Ouais, je pense que j'ai acheté Nebraska, j'ai acheté Darkness at the Edge of Town, et voilà, et avec Spotify, je suis allé en profondeur dans ces albums. Et, d'ailleurs, on fait pas la pub pour Spotify, mais on est des utilisateurs. Oui. Pas encore, si je peux me permettre. Mais bon, on peut rêver, hein. Et donc, oui, j'ai lu cette autobiographie, Born to Run. Et voilà, je le suis régulièrement. J'écoute les albums qui sortent récemment, depuis quelques années. L'adaptation de son autobiographie en spectacle à Broadway, où il raconte voilà son enfance, sa vie avec agrémenté de chansons live. Et voilà. Oui, ben moi j'avais plutôt j'ai plutôt un petit trou avec lui après là je me suis paumé, mais c'est pas grave. Donc là après ces 3 albums dont j'ai parlé, après il y avait toujours de temps en temps qu'il y avait des chansons que j'écoutais, parfois aussi des albums, aussi comme voilà le Life in New York City dont on va parler un peu plus quand les 5 chansons arrivent. Et je l'ai vu quand même sur scène à Montpellier il y a quelques années, je dirais 2015, mais plus moins 1 an, je sais plus exactement, peut-être même plus. Je me souviens, pour être tout à fait honnête, parfois j'oublie les concerts, mais je l'ai vu dans
plutôt grande salle à Montpellier, parce que voilà, maintenant il fait des grandes salles. D'ailleurs, je crois, il repart en tournée. J'ai entendu des gens se plaindre un peu sur les prix des billets, Ouais. sans en savoir plus. Hein. Oui, c'est quelqu'un que j'aimerais bien voir en live. Ouais. J'avais vu que il y avait une date à Barcelone, qui était à peu près la seule le plus près de chez nous. Et ouais, je suis pas habitué à ces grands concerts, à ces concerts dans des stades. J'ai jamais vu aucun artiste, en dehors de salles, moyennes. Ouais. Et ouais, je serais curieux de voir quelle émotion ça procure. C'est un travailleur de rock. D'ailleurs, je voulais en parler. La perception de lui, c'est du rock and roll. Pour moi, si je pense qu'est-ce qu'il représente pour moi, c'est du rock and roll pur. Pas de chichi, pas de glam. C'est un peu le travailleur du rock. Voilà. C'est voilà, quand tu le vois sur scène, c'est ça aussi. Hein. C'est du boulot, quoi. De jouer 3 heures et il le fait, ce boulot, admirablement. Et mon dernier contact avec lui, c'était Western Stars, le film / album où vu le film qui m'a un peu déçu parce que justement parce que on en parlait, que je disais que rock'n'roll, pour moi c'est le rock'n'roll pur, le travailleur du rock, et ça allait pas avec cette mise en scène de Western Stars. Pour moi, le film, j'ai pas accroché. Peut-être j'aurais dû écouter l'album tout seul et j'aurais peut-être pu brancher, ou ça aurait pu me plaire plus que dans ce film-là. Oui, mais bon, de toute façon, je l'écoute régulièrement, quand même, avec des pauses. J'aime bien en voiture, bien fort, rouler, écouter Bruce. Ouais, c'est étonnant. Ouais, je pense, moi, par rapport à cette perception, je te dis, je pense l'avoir vu aussi visuellement dans des magazines de rock en France. J'étais trop jeune en fait pour faire partie de la génération de cette émission de télé qui s'appelait Les Enfants du Rock, avec Antoine Decaune, qui est certainement la personne qui a pu le faire connaître vraiment en France au début des années 80. Mais je pense qu'on le connaît vraiment à partir de Born in the USA, à partir de... Juste avant que j'ai remarqué que j'ai merdé avec le micro, justement, je disais que, et je suis persuadé que les mélomanes, on dit ça, mélomanes? Oui. Les mélomanes allemands, voilà, d'ailleurs, je le dis tout de suite, hein, j'ai fait des erreurs de français, oups, est-ce que j'ai tué le pot-chat? Non. Parce qu'il y a un chat quelque part. Non, je fais parfois des erreurs de français, mais bon. Là, je disais qu'il y avait une émission à la télé allemande qui s'appelait Rock Palast. Je me pose la question et je vais faire la recherche s'il n'aurait pas pu passer par là. C'est une émission vraiment pour les fans de musique de l'époque, et jusqu'à aujourd'hui on les trouve sur YouTube. Et je vais certainement regarder ça. Il y a aussi une vidéo que j'ai récemment découvert de lui. Ça a dû être à Paris, 85, et il joue Because the Night et en live. Et ce qui m'a particulièrement fasciné, c'était qu'il a fait un super solo. C'était lui, parce que quand on pense à Bruce Springsteen, on dit que c'est lui le rythme, et Lofgren et Little Steven, c'est les solos. Alors que là, c'est lui, tu le vois, c'est lui qui fait le solo, et il est fait, c'est presque en extase, et il est pas là, il est dans la chanson, et il joue un solo qui est fascinant. Je vais te l'envoyer en y pensant déjà, parce que Because the Night, ça m'a pris très très longtemps de comprendre que c'est une chanson un peu, que c'était une chanson de Springsteen. Pour longtemps, pour moi, c'était le morceau de Patti Smith. Le morceau de Patti Smith. Je devrais peut-être pas taper sur la table. Le morceau de Patti Smith, et il y a un morceau live. À mon avis, c'était enregistré à Paris.
Et vraiment fascinant. Ouais, je pense qu'elle figure pas sur des albums de Bruce Springsteen, à part Oui. peut-être Maintenant, peut-être certaines oui, parce versions. qu'ils ont sorti plein de trucs. Hein. Mais je sais que c'est une chanson, en fait, qu'il a donnée à Patti Smith, parce que Qui a changé un peu les paroles, si je me trompe pas. Je pense Ouais. que les paroles qu'elle chante sont un tout petit peu différentes que... Oui, parce que moi j'ai le souvenir d'une histoire d'amour à distance, d'amour au téléphone, en fait, comme ça, de relations éloignées. Alors je sais plus avec qui elle avait cette relation, mais j'ai ce souvenir-là, en fait, que il devait être certainement au studio côte à côte au même moment, et que voilà, Bruce Springsteen a dû lui proposer cette chanson, cette mélodie. Et avec un bon résultat, quand même. Ouais. Même si moi, je vais te faire écouter ou envoyer cette version-là. Je sais pas si elle existe en enregistrement sur les sites de streaming, mais en tout cas sur YouTube, ça se trouve. Attends, je tourne ma petite page. Est-ce que je voulais dire encore quelque chose? On peut peut-être commencer à parler de cette première chanson. On va peut-être parler de cette première chanson. Donc, on va parler de Dancing in the Dark. Donc, on commence avec ça? Oui. Allez, on va parler donc d'abord de la chanson numéro 1 sur Spotify, et c'est Dancing in the Dark. Qu'est-ce que tu as? Un morceau de 84 de l'album Born in the USA, qu'on pensait être le single, le 45, le numéro 1. Oui, on dit encore 45, parce qu'on a l'âge pour le faire, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en dis après la voix? Est-ce que ça, c'est une chanson que tu écoutes normalement? Est-ce que Dancing in the Dark? Non, c'est pas une chanson que j'écouterais normalement. Et c'est une surprise, et qui finalement, en fait, après plusieurs écoutes, vaut le détour. Oui, en tout cas, elle m'emmerde pas. Alors que je peux le redire, il y a parfois, même si tu adores certains groupes, et si je prends des Rolling Stones qui m'accompagnent depuis très 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 longtemps, malgré les comédies musicales qu'ils ont fait là les derniers 20 ans sur scène, ou non, je peux pas dire faire, on a dit on est positif. Donc j'adore les Rolling Stones, point d'exclamation. Ils sont pas un groupe de comédie musicale. Ben oui, je sais pas. Regarde les derniers concerts et bon, non, mais je les adore. Ils ont certainement 150 chansons qui sont merveilleuses, hein, donc que j'adore. D'ailleurs, ce que je leur reproche, les Stones, pas Springsteen, les dernières années, c'est que depuis au moins la tournée de 2005 ou 6, c'est là où je les ai vus la dernière fois live. À Berlin, stade olympique, donc moi je vais être un peu plus le mainstream et toi un peu plus l'alternative, qui joue toujours les chansons que tout le monde connaît déjà. Donc alors que quand tu es un vrai fan, tu as envie d'entendre d'écouter des chansons que tu connais du disque et tu veux les entendre sur scène. Et donc très souvent dans les numéros 1, tu trouves des chansons que tu peux vraiment plus écouter parce que tu les as déjà entendues 1000 fois. Et comme l'exemple c'était Miss You des Stones, que si cette chanson commence, vraiment je la change, alors que toute mon admiration pour leurs 60 ans de carrière, mais je peux plus l'entendre cette chanson. Ouais, on parlait de ces groupes, en fait, qui essaient de se réinventer en essayant de suivre un petit peu le courant, ou de scruter les tendances pour essayer de se remettre au goût du jour. Certainement plutôt toujours inspiré par Jagger, qui suit toujours un peu les actualités au niveau du rock et de la mode. Et quand il y avait de punk, ils ont fait Respectable, et quand il y avait la disco, ils ont fait Emotional Rescue, ils ont fait Miss You. Donc c'était pas toujours mauvais d'ailleurs, hein, voilà, on n'est pas là pour dire mais c'était justement tout le contraire de Bruce Springsteen, qui, même si il expérimente parfois acoustique, parfois mise en scène, mais il essaie pas d'être à la mode.
Ça, je crois. Oui, c'est toujours étonnant de voir peut-être de l'entendre dire à ses sorties d'album qu'il a sorti un album complètement différent ou qu'il a essayé quelque chose de nouveau, parce que voilà, ça reste une de nouveau, mais pas à la mode, justement, je dirais. Ça reste quelque chose d'assez ancré dans sa culture, dans ses racines. Déjà, je trouvais déjà à l'époque, si tu te souviens, Streets of Philadelphia. Oui. C'était la première chanson où il y avait un drum computer, hein, la batterie synthétique, si tu veux. Déjà ça, c'était étonnant à l'époque, je trouvais. Tout au début, je me suis dit c'est une surprise, Bruce Springsteen avec une batterie de l'ordinateur. Comment on dit, batterie synthétique ou une boîte à rythme? Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Je suis sûr que c'est pas Max Weinberg. Et donc ça m'a déjà étonné, mais ça c'était voilà, on lui fait mal si on dit il fait toujours la même chose, parce que c'est pas vrai. Non. Mais il essaie pas de suivre des modes ou d'un trend. Non, je pense que l'image du travailleur, ça lui va bien, en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un qui creuse, et qui, je pense, d'album en album, aime bien, réapprofondir ces mêmes thèmes. Alors, il y en a plusieurs, hein, chez lui. Il y a des thèmes très dominants, oui. Ouais. Dont on va certainement parler. Déjà, on trouve ici, dans Dancing in the Dark, et ça, c'était la première surprise parce que donc, c'est une chanson que je mets comme toi, comme tu dis, moi aussi, je la mets jamais. De toute façon, j'écoute pas, j'ai écouté peut-être de temps en temps Born in the USA, mais c'est pas une chanson que je mettrais ou j'aurais envie de l'écouter. Mais elle m'a pas dérangé, elle m'a pas emmerdé, et vu que je l'ai écouté là 2-3 fois en préparation d'aujourd'hui, je la trouve en fait pas dérangeante, même si c'est une chanson qu'on connaît beaucoup, j'ai bien aimé l'écouter. Donc là, en première écoute, je me suis marqué déjà, j'adore le beat de Max Weinberg, qui est vraiment, il a une façon de jouer la batterie, voilà, je sais pas, aussi, comment dire, comme une machine, quoi. Il est vraiment très très précis. Hein, c'est moi, ce qui m'attire l'oreille, en fait, dans cette chanson, c'est vraiment ces nappes de synthé qui sont qui pour moi, en fait, enfin, j'avais l'impression d'entendre presque une chanson de Rod Stewart. Parce que rien contre Rod Stewart. Non, bien sûr. Non, j'adore cette chanson qui m'y fait vraiment furieusement penser, qui s'appelle Young Turks et qui date de 80. Donc qui est avant ce morceau de Be Free Tonight. Yes. Est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là. Yeah. Oui, j'aime bien aussi. Avec des claviers. C'est vrai, dans les années 80. Oui, parce que là, il a vraiment découvert le pop pour lui, hein, après son année rock'n'roll, ses années rock'n'roll Faces. C'est la période où en fait les claviers devaient remplacer les guitares. Oui. Et en fait où les guitaristes se faisaient vraiment des cheveux blancs. Comment on dit en français? Tu connais l'expression guilty pleasure? Le plaisir coupable. Plaisir coupable. Voilà. Et je crois Rod Stewart fait partie de ces artistes que ça m'arrive parfois de le mettre en voiture, tout seul. Ouais. Et de toute façon, j'adore les Faces aussi et tout ce qui était plus rock, mais aussi des trucs un peu très très pop des années 80. J'ai aucun problème de les mettre de temps en temps. Et Young Turks en fait partie. Hein. Bon, alors ça sera un autre podcast. Ça sera un autre podcast, oui. Déjà. Est-ce qu'on doit, pour ce podcast, séparer Rod Stewart et The Faces ou les faire les deux ensemble? Non, on fera les deux ensemble. Je connais pas du tout les Faces. Ah, ok. Voilà, je vais te les faire découvrir. Et aussi le saxophone de Clarence Clements, que vient juste à la fin de la chanson quand même. Le Big Man. The Big Man joins the band, mais là il a déjà depuis un moment, et qui est on n'en veut plus en fait. Qui est juste soyeux quand même, ce saxophone à la fin du morceau. Oui. Trop court presque. Oui.
Tu as envie que... et qui me va bien en fait. Oui, juste assez présent. Oui, oui. Le saxophone dans le rock, je pense que ça peut être une de nos thématiques. Oui. Mais une émission spéciale. oui. Et avec David, comment il s'appelle là, on ouvre une parenthèse, mais c'est pas grave. C'est ça l'idée d'ailleurs. C'est pour ça que je dis c'est easy listening. Hein. Comment il s'appelle le guitariste et compositeur de Eurythmics? Stewart. Oui. Dave Stewart. Il a fait une chanson avec Candy Duff dans les années 90, une saxophoniste un peu bluesy, un peu blues, instrumental presque. Je me rappelle à peine. Ouais. Bon, bref, les saxophones, on garde ça pour une autre fois. Je ferme la parenthèse. On se le note. Et oui, j'étais assez surpris en fait par aussi ce morceau du refrain qui moi m'a vraiment accroché en fait, quand il dit You can start a fire without a spark. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé vraiment cette partie-là, cette image-là vraiment très belle, qui fait que je retiendrai ce morceau. Il est en attente de l'étincelle, justement. Oui. Et là, tu me donnes ça parce que j'ai fait dans première écoute, oui, j'aime bien le beat et le saxophone, hein, le beat anglais. Après, voilà, quand tu vas dans les paroles de cette chanson, encore une fois, un classique de Bruce Springsteen, en apparence, superficiellement, une complètement autre thématique que ce qu'on pourrait croire en écoutant ce rythme joyeux, un thème assez triste, parfois la solitude, je dirais, hein, typique aussi c'est parce que c'est sur le même, on en a parlé, mais je me rappelle plus si c'était le premier enregistrement ou le deuxième, mais typiquement comme Born in the USA, un titre aperçu dans une certaine façon, surtout voilà si tu fais pas attention aux paroles. Donc qui a créé un gros malentendu, je pense. Un gros malentendu de patriotisme, alors que c'est une chanson anti-guerre Vietnam, si je me souviens. Oui, je pense que oui, en 84 pour nous qui avions 10 ans. Je pense que le sens politique nous échappait un petit peu. Certainement, mais je pense que c'est même d'autres, mais vu quand même, regarde, on a parlé du visuel avec le gros drapeau et tout le baseball et le jean et le drapeau, ça, si tu vas pas dans les profondeurs, tu peux vite te tromper, hein. Je pense que, de toute façon, le morceau avait été choisi comme musique de campagne de Reagan. C'est vrai? Oui. Et je pense sans son accord. Donc je pense que ça a aussi bien contribué. Est-ce qu'ils ont baissé le volume pendant le couplet juste pour le refrain toujours? Mais ouais, on était dans ce contexte quand même d'une Amérique sous Reagan avec des films moi les films de anti-guerre Vietnam et Platoon, non, ça c'est déjà après, mais il y avait ça, mais moi je pense au film de Stallone là de Rambo, le tout premier, qui est aussi un film qu'on peut prendre pour une espèce de film patriotique, alors qui n'est pas. Surtout celui-là, au moins, oui. Il bat en brèche, en fait, cette image des combattants du Vietnam. Ouais. C'est rigolo que tu dises Stallone parce qu'on va en parler plus tard. Le nom va retomber une deuxième fois ce soir, je pense. C'est pas innocent. Et, oui, donc voilà, tu vas dans les profondeurs de la chanson qui d'un coup deviennent moi j'ai aussi noté c'est la recherche d'amour, c'est la solitude, et je me suis noté aussi des paroles I want to change my clothes, my hair, my face, je veux changer mes vêtements, mes cheveux, mon visage. Donc il est malheureux ce protagoniste de la chanson. Donc I'm tired or sick of sitting around, je ne peux plus être assis là, et
Donc il veut de la vie, il veut danser, mais pour le moment il le fait pas. Donc il y a pas vraiment une fin heureuse dans cette chanson, même s'il se rend compte que faut changer les choses, chercher l'étincelle peut-être, le spark. Ouais, je pense que c'est vraiment son gros atout en fait d'arriver à concilier une espèce de musique qui est héritée quand même du rhythm and blues, du rock and roll et de choses quand même voilà qui nécessitent voilà beaucoup de cuivre et d'y faire passer des chansons et des histoires qui sont vraiment à contre qui vont à contre-courant par rapport à cette espèce d'énergie qu'il déploie. Il y a, au moins dans la vidéo, par contre, il y a une fin heureuse et il danse avec Courtney Cox. Au milieu du public. Tu es conscient de Courtney Cox? Je le vois pas bien, ce clip. Oui, c'est vrai, tu m'as dit, est-ce que c'est pas dans une salle de danse ou un truc comme ça? Oui, non, c'est dans une salle de concert et Courtney Cox, l'actrice, je crois encore méconnue, au moment de la vidéo, qui jouait dans Friends, plus tard. Donc, moi, je me souviens qu'il la repère au milieu du public. Oui, ou de premier rang peut-être, je sais plus. Et après, il l'invite sur scène et il danse avec elle. Donc, dans la vidéo, c'est très joyeux, en fait. Mais je me suis noté quand même, c'est rigolo dans la vidéo, elle est comme ce que je dis sur Bruce, c'est-à-dire il y a pas de chichi, elle a des cheveux courts, elle porte un t-shirt et un jean, hein, c'est pas genre 3 tonnes de maquillage et la robe du soir. Ils ont choisi une fille qui correspond bien à Bruce de l'époque, le travailleur du rock. Voilà. Mais il y a effectivement un contraste aussi entre la vidéo qui transporte plutôt aussi cette gaieté de la chanson, du rythme, et il ne va pas dans cette profondeur des paroles qui sont plutôt tristes. Ouais, c'est vraiment ouais, je pense que c'est vraiment lui en fait, enfin, qui a cette double aspiration à lutter contre cette solitude ou ces sentiments profonds qui viennent de loin, et puis cette envie d'appartenir à quelque chose. Aussi à un groupe. Le cry for help, la demande de l'aide. Il a besoin de l'aide. You can't start a fire without a spark. J'ai besoin de quelque chose et peut-être quelqu'un qui m'aide à sortir je sais pas, voilà, de sa situation. En tout cas, encore une fois, un Bruce toujours, c'est pas pour rien, c'est un poète quand même aussi, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui transporte des émotions et c'est en superficie autre chose que quand tu le regardes de près. Ouais, c'est et une écriture de qualité qu'il a depuis le départ et qu'il a peaufiné, qui s'est aussi pas mal réinventé jusqu'à devenir moi pour moi son gros atout, c'est d'avoir une écriture qui est cinématographique. C'est vraiment qui a une espèce de concision de scénario, et c'est pas un hasard en fait si beaucoup de ses chansons sont citées au cinéma ou adaptées. Oui. Donc c'est cet art de la concision, enfin d'évoquer en quelques mots une situation que peut-être seule une caméra en fait peut capter dans des gestes ou dans un regard, quoi. Donc après Bob Dylan, prix Nobel de la littérature pour The Boss un jour. Il a aussi la capacité de lier, comment dire, de créer des images simples mais très efficaces. Très efficaces et aussi très populaires pour créer des émotions, hein. On va en parler en Stolen Car aussi, là. J'ai fait exprès de parler avec une professeure de français la semaine dernière pour dire est-ce que c'est une métaphore ou une allégorie. Mais
Mais bon, je crois que j'ai déjà oublié la réponse, mais c'est pas grave. Donc, Dancing in the Dark, tu l'écouteras plus maintenant ou non? Ça reste, je sais pas. Si, en fait, enfin, comme Pas de fausses promesses. Hein. On en reparlera dans la conclusion. C'est ça. Ok. Bon, est-ce qu'on a des choses à dire sur Dancing in the Dark ou on passe à la suite? Non, on va passer à la suite. Alors, Tu m'as soumis. allez, on va parler de ma proposition d'abord. Ouais, tu m'as soumis donc 10th Avenue Freeze Out. It's parce que c'est rock and roll baptism, Ouais. rock and roll exorcism, rock and roll bar mitzvah. Alors en fait, tu m'as choisi une chanson quand même de 16 minutes. Mais pas pour t'emmerder, hein. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Mais en fait, c'est une chanson comme un medley. Ouais. Parce que finalement, cette chanson qui est sur l'album Darkness at the Edge of Town, ou non, sur Born to Run. Elle est Bon, sur tout Born to Run. oui, Darkness, je pense pas, non. Qui est une chanson assez courte, finalement assez ramassée, avec plusieurs thèmes. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'a plu, en fait. Tu l'avais sur le radar, cette chanson? Tu la Pas du tout. connaissais ou pas du tout? Non, je l'avais déjà entendue. Oui, mais ça t'a rien. C'était pas la chanson de Born to Run que sans j'aurais plus. retenue. Ouais. Ouais. Et donc je m'y suis intéressé avec cette version live qui nous amène à évoquer quand même ce personnage qui peut être sur scène et le fait en fait que justement on ait cette chanson qui démarre lentement avec le premier thème, l'intro, et qui démarre sur une autre chanson qui pourrait presque être une chanson de Otis Redding, avec ce rythme soul, hein, presque. Dès qu'il y a des cuivres, en fait, on est tout de suite dans cet univers de la soul. Presque j'avais des réminiscences du film Les Commitments. Oui. d'Alan Parker, avec cette section comme ça un petit peu. Même si à l'époque là, est-ce qu'il y avait que Clarence sur cette version? Je crois qu'il y a vraiment, voilà, il y a le saxophone, mais de toute façon, je sais pas s'il y a d'autres cuivres sur Je scène. pense que il y a une section. Parce que je sais que maintenant, depuis que la mort de Clarence Clemens, il joue avec plusieurs cuivres. Je suis pas tout à fait, je sais pas. Faut revoir. C'est une chanson. Alors bon, tu vas me dire, j'ai pas décrypté les paroles à fond. Ouais. Je sais qu'il évoque. Ça souffle en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il a besoin d'une tisane après ce concert? J'ai même l'impression qu'on l'entend. On entend le saxophoniste parler ou intervenir. Oui, à un oui, moment. sans que je le comprenne. Je comprends pas tout non plus, et Oui. je pense qu'il n'y a pas de transcription vu que c'est un live. Hein. Ouais. Donc il avec sa voix très grave, c'est quelque chose avec picture, un truc comme ça. Et je sais pas exactement ce qu'il dit, mais le saxophoniste, il est apparemment un thème principal de la chanson en fait, la découverte de lui. Et d'ailleurs, je pense aussi que Springsteen, c'est un des rares artistes crédibles quand il parle en fait de son rôle de musicien, quand il met en scène en fait son métier et sa création de groupe en fait, la création du groupe, c'est ça qu'il utilise pour présenter le groupe en plus. Hein. Exactement. Ouais. Et parce que en fait quand des chanteurs font référence à leur propre occupation de musicien, ou quand il est expressément question de jouer de la guitare dans un morceau, en général ça me gonfle. Mais là-dessus il est crédible en fait, parce qu'il dans cette chanson-là en fait il fait référence vraiment, comme souvent dans ses chansons, à des endroits, à des lieux. Et donc cette avenue existe, et elle veut dire quelque chose par rapport à la création du groupe. Il paraît, j'arrive pas à trop comprendre, mais j'ai lu quelque part quelque chose que c'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire 10th Avenue Freeze Out.
Mais il me semble que c'est l'adresse d'un des musiciens. Donc Ouais. peut-être que c'était un de leurs lieux de répétition. De répétition, peut-être, oui. Ouais, à leur début. Ou Mais moi, oui, ce qui m'intéresse vraiment dans ce morceau, c'est justement le basculement après un très court moment finalement de reprise de cette chanson où il bascule en une espèce de prêcheur en fait. Oui. Oui. C'est le prêtre du rock and roll. Ouais, pas un évangéliste, mais Non, qui est pas sermonnant, mais quelqu'un en fait qui prêche le rock and roll. C'est le raconteur aussi. Ouais, il racontait des histoires. Ça paraît ridicule de dire qu'il prêche le rock and roll, mais en quelque sorte, c'est vrai. Hein. Mais il le dit en fait, littéralement. Oui. Et qui recherche en fait dans ses concerts en fait cet aspect de la communion du rock and roll, cette espèce de catharsis que peut permettre le concert. C'est rigolo, je t'interromps juste parce que tu dis, parce qu'il est crédible pour toi. Et c'est rigolo parce qu'à un moment, il dit, I'm not bullshitting you. Je vous raconte pas la merde. C'est genre, croyez-moi, là, je suis honnête, je suis sincère avec ce que je vous raconte. Il a dit, carrément, excuse-moi, Et en fait, oui, ça commence, en fait, ce punch-là, en fait, il commence par dire, Elvis is alive. Elvis is alive. Et en fait, après, il enchaîne sur un gospel, enfin ce que je pensais être un gospel, et en fait quand il chante pendant un long moment Take Me to the River, Wash me in the water. Donc ça évoque vraiment les paroles du gospel, et il se trouve que du baptême, c'est le baptême. Oui, c'est ça, oui. Et c'est en fait tiré d'une chanson d'Al Green. Donc on retourne vers ce côté de la soul. Et voilà, oui, chez Springsteen, il y a ça, à mon avis, il y a cette, quand on évoque la solitude comme un de ses thèmes fondamentaux, je pense que pour guérir ça, en fait, il y a cette recherche de la communauté, en fait, de faire communauté. J'ai besoin de quelqu'un. Avec, pas forcément avec des fans, avec son public, ou avec son groupe, avec le groupe. Et en fait, il est en fait, enfin, c'est ce que je me disais, en fait, c'est un gamin qui va découvrir vraiment le rock'n'roll avec les Beatles. Et je pense que dans sa situation, d'enfant, d'adolescent, va avoir, en fait, à cœur de se former sa propre famille par rapport à ça. Et le fait, qu'il retrouve le E Street Band et qu'on le voit qui consacre des documentaires à filmer les enregistrements, il met en scène quelque chose qui lui tient à cœur. La communauté, le besoin de ne pas être obligé de se débrouiller seul, en quelque sorte. Et pas une communauté qui est vraiment toute américaine, hein, parce que c'est une nation qui est bâtie sur ce sentiment qui est fort, mais c'est pas une communauté exclusive. Donc c'est quelqu'un qui va toujours avoir à cœur aussi de défendre justement la middle class, les travailleurs. Le fait aussi de défendre les noirs, les afro-américains, en plaçant justement aussi tu vois son saxophoniste au centre du morceau aussi, au centre du morceau, mais je pense à la pochette de Born parce que c'est l'épiphanie en fait. C'est c'est comment le dire, dans la chanson, et ça j'ai dû regarder parce que je me suis jamais trop occupé des paroles, j'ai vu que tout aboutit sur quand il présente le groupe, et après le dernier c'est Clarence, et c'est là où la chanson reprend aussi. Donc c'est vraiment lui qui remet en route la chanson dans cette interprétation là sur scène. Mais en fait j'ai lu quand même que dans la chanson, il dit Bad Scooter, et Bad Scooter, BS d'ailleurs, c'est lui, c'est Bruce Springsteen, qui trouve après The Big Man, le Big Man Clarence, et qui est le moment où il trouve son inspiration et son groupe, le noyau de son groupe.
Et en fin de compte, si tu vas au rock and roll quand même aussi, si tu vois le développement du rock and roll, c'est la musique noire qui était repris par des blancs. Et d'ailleurs, d'abord après, si tu prends, ok, Chuck Berry est un exemple, mais c'est la distribution mondiale du rock and roll, c'était les blancs. Et quand même là, c'est aussi peut-être on surinterprète un peu la chose, mais voilà cette importance aussi de c'est rigolo c'est intéressant dans une chanson de rock and roll pur de mettre justement aussi ça ou mieux en emphase, si tu veux, hein, il a au moment où il trouve dans Clarence the Big Man, c'est là où il trouve le rock and roll, c'est là où il trouve sa voix. Ouais, je pense que c'est la pièce manquante qui fait qu'il se cherche. Ouais. Et que le rencontre dans sa biographie, il en parle. C'est vraiment un moment un moment fondateur. Et oui, je parlais de la pochette de Born to Run parce qu'en fait on le voit en fait, on voit Bruce Springsteen voilà, il est de profil avec sa guitare, mais en fait je pense qu'en déployant la pochette du disque, on voit qu'il s'appuie en fait sur le dos de Clarence Clemons. Ouais. Et c'est une image voilà symbolique de ça, oui. Et moi je choisis cette chanson honnêtement moins pour en tout cas au début initialement juste pour son côté live. C'était ça qui m'a tout d'abord fasciné. Là. Je suis pas allé dans les paroles. Juste pour moi, c'est une chanson que parfois quand j'ai envie, je la mets dans la voiture et je roule. Ça fait 16 minutes, ça fait parfois mon trajet de travail. Hein. Et oui, je travaille pas loin de ma maison. Et du coup, c'est juste ce morceau-là, cet enregistrement, ça représente tout. Bruce, pour moi, c'est l'interaction avec le public, c'est le Bruce live qui fonctionne avec son public, qui crie, qui souffle, qui est épuisé, qui tu l'entends avec le micro, vraiment il souffle comme une baleine de temps en temps, hein, et après à la fois ça et aussi voilà avec le saxophone, la mélodie très simple qui tout de suite intonnée par toute la salle. Chanter avec voilà il a dit, je l'ai dit, bar mitzvah rock and roll et c'est pour moi c'est l'essence de Bruce qui fonctionne avec un groupe dont il profite en plus de le présenter long et large, hein, et avec toute leur carrière, hein, Max Weinberg qui a joué dans les late night show de Conan O'Brien. Ah ouais. Ouais. Et Little Steven qui a joué dans Les Sopranos, il ne rate pas aucune occasion d'en parler dans la présentation de son groupe, long et large. C'est pour ça que c'est 16 minutes. Mais je trouve que c'est quand même, voilà. C'est complètement, Bruce. Dans son essence, je veux dire. On dit ça, on peut dire ça? Dans son essence, c'est très représentatif, je trouve. Pour lui, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais, moi je l'avais compris comme ça, en fait, que tu choisisses un morceau en live et tu parlais de la présentation respective aussi des musiciens. Ça, de l'importance du musicien, qu'il n'est pas quelqu'un qui a juste des gens derrière lui, qu'il a besoin de ces gens-là, même s'il a fait des pauses, des pauses. On va en parler dans mon deuxième morceau quand c'est le moment, mais c'est enfin, pas tout à fait parce qu'il y a quand même 3-4 E Street Band dans Tunnel of Love aussi. Mais voilà, c'est juste il existe pas seul, Bruce. Il existe avec un public, il existe avec une communauté, il existe avec un groupe. Et assez représentatif pour c'est pas une star seule qui voilà à l'horizon. C'est pas quelqu'un qui peut, par exemple, star dans le vrai sens étoile, tu vois ce que je veux dire? S'imaginer aussi en songwriter classique.
je pense que la composition de ces morceaux se fait justement en pensant au groupe. Oui, peut-être oui. Enfin, pas, En tout cas, même s'il a fait parfois des trucs seul, mais il a, pour beaucoup de chansons, c'est quand même du rock and roll, et du rock and roll, ça se fait pas tout à fait seul. Hum. Hein, je pense. C'est bien représenté. C'est pour ça que la comparaison avec Bob Dylan, en fait, s'arrête assez vite. Pour ça, pour le showmanship, Ouais. pour le côté du showmanship, comme on dit, Ouais, contrairement à ce que je pouvais penser par rapport à Springsteen, qui était une sorte d'enfant spirituel ou de disciple ou de Dylan oui. à l'époque, et en fait, c'était vraiment une mauvaise impression. Bon. Pas sur la qualité de l'écriture des paroles. Non. Hein. Donc là, mais après sur l'interprétation sur scène, c'est un autre contexte. Dylan, c'est Dylan. Je n'ai pas la. Après toi, tu es plus spécialiste de Dylan que moi. Je n'ai pas l'impression de voir des musiciens à côté que ça ait une importance. Est-ce qu'il a un noyau de musiciens avec lui? Je pense qu'il a eu en fait, oui, en fait, pas tellement un noyau de musiciens qui l'auraient accompagné aussi longtemps, aussi régulièrement en tournée, mais il a eu cette volonté-là en fait en faisant une tournée en 75, la Rolling Thunder Review, où il était parti en camping-car à travers des petits théâtres des États-Unis, ouais, surtout sur la côte est. Mais c'est une autre histoire. D'accord, pour un autre podcast. Ouais. On passe donc à une deuxième chanson. J'en prends donc une que tu m'as soumise, donc une chanson que tu m'as donnée à moi, en interne peut-être. Oui. Allez, donc je vais sur Stolen Car. Allez, c'est parti. Stolen Car, donc de l'album The River, je pense, hein, oui. Et je l'ai écouté plusieurs fois en préparation, donc j'ai bien eu l'album The River, mais j'avais pas cette chanson, comme je dis parfois, sur le radar. C'était pas une chanson qui m'a marqué ou particulièrement impressionné sur l'album même. Après, en première écoute, ça m'a pas fait grand chose, mais avec chaque écoute de plus, ça m'a donné un peu plus. Et surtout parce que, encore une fois, je me suis concentré sur les paroles aussi, un peu. Et aujourd'hui, j'ai eu, d'ailleurs, le moment, je l'ai écouté pour peut-être la quatrième fois, j'ai encore écouté. Et je dis, mais cette chanson, et là, on revient à ce que je disais avant, elle est pas dans le film Copland avec Sylvester Stallone. Si. Et parce que je me suis dit ça et j'ai dit mais il y a cette chanson que lui qui est un shérif handicapé, je crois il entend mal. Ouais, il est devenu sourd d'une oreille. Il est devenu sourd d'une oreille parce qu'il a sauvé quelqu'un, c'est ça? Ou il a voulu sauver. Ouais. Et il écoute et c'est quelqu'un qui vit dans le passé et il laisse toujours tourner ce disque. Et je dis c'est pas celle-là et je suis allé sur YouTube pour chercher Stallone Springsteen et donc comme quoi, c'était exactement cette chanson-là. Ouais. Donc, c'est là où j'ai dû l'apercevoir aussi, dans ce film. Ouais, c'est ce qui fait que j'ai choisi cette chanson, parce que moi, je l'ai vraiment découverte, oui, dans ce film. Ouais. C'est un moment du film, en fait, Un bon film, d'ailleurs. Un peu sous-estimé, je trouve, non? Je sais pas. Est-ce qu'il a eu l'estimation qu'il mérite? Non, je sais pas. Dans les films de Stallone, non, enfin. Oui, dans sa... Non, alors que je pense que c'est son meilleur rôle. Oui, sa meilleure interprétation. Hein. C'est un peu, mais en fait, c'est le film presque qui aurait pu, lui donner une seconde carrière. On va dire ça comme ça. Pourquoi ça a fait? Peut-être parce qu'il est retourné à faire Rocky numéro 8 à un certain moment et mettre un toupet sur sa tête qui a l'air ridicule. Bon, non, désolé, parce que je vais pas oublier que j'ai écrit positif tout au début, donc. Mais donc, je vois ce disque dans le film qui tourne sur la platine. Donc, j'entends
ce morceau et je me dis c'est Springsteen. Mm. Mais en fait, c'est vraiment aussi un moment, assez touchant dans le film en fait où il retrouve la fille qu'il a sauvée de la noyade Mm. et dont il était amoureux et qui s'est marié avec un autre flic. Oui. Et donc ça nous donne une espèce de scène poignante. Assez forte, oui. Ouais. Assez forte. Non, mais je me suis souvenu après plusieurs écoutes. Là, j'ai fait une faute de français, tu as vu ça. Donc, mais en première écoute, elle m'a pas fait grand chose, je dois avouer. C'est presque, je l'ai écouté, je dis c'est un Springsteen typique, quoi. Il utilise même The Edge of Town comme c'est dans les paroles, hein. Quelque part, c'est Edge of Town. Et après, donc en allant dans les paroles, là, il y a quand même la batterie qui m'a beaucoup plu. Ça fait ce boum boum boum. Je sais pas si c'est une batterie ou juste une percussion, mais il y a toujours c'est très c'est un grand espace cette chanson. Il y a beaucoup d'écho et en arrière-fond il y a ce boum boum boum. Et j'ai bien aimé ça. Et après je suis allé dans les paroles et là d'un coup je l'ai trouvée super intéressante parce qu'il utilise cette idée de rouler dans une voiture volée. Et là on retourne sur le thème de la déception en couple. Il est dans un couple et il y a des références. Il fait ça dans The River aussi. Cette idée d'un couple qui commence en toute légèreté, presque encore d'enfance, d'adolescence, et qui se transforme après un couple où il faut bosser et elle est devenue enceinte, elle est tombée enceinte, donc il faut vite se marier. Donc toute cette légèreté du début du couple d'un coup s'efface complètement et c'est la même métaphore, le même thématique. Elle dit quelque chose de Do you remember the letters you wrote? Tu te rappelles pas de tes lettres d'amour à toutes tes promesses? Et enfin, j'ai écouté donc le refrain et je crois avoir compris donc le refrain il dit je roule dans une voiture volée et il pense que les flics devraient l'arrêter. Mais il l'arrête pas, ou il devrait se faire arrêter. Ouais. Mais il y a presque un espoir. Oui, il attend de se faire arrêter. Il attend de se faire arrêter. Ouais. Et du coup, c'est son couple. La voiture, le métaphore, toute l'histoire, l'allégorie, je pense de l'avoir compris comme ça, de se dire, je suis dans un truc où je veux pas être, en fait. Et toute cette fascination des débuts n'est plus là. Et merde, je roule dans une voiture voulue, arrêtez-moi, en espérant que quelqu'un le sorte de ce truc, hein. Et ça c'est après une image assez frappante. Donc quand tu vois dans les, encore une fois, musicalement, je dois le dire, elle ne fait pas beaucoup, mais au niveau elle me touche pas beaucoup, mais au niveau des paroles, elle est vraiment, elle est forte quand même, cette chanson, je trouve. Ah oui, c'est une chanson. Au niveau des arrangements, elle est vraiment en retenue. Hein. Oui, c'est très réduit. Oui. On a des espèces de claviers qui arrivent comme ça, en fait, qui évoquent presque des chœurs, en fait, des voix humaines. Mais non, c'est ça, cet aspect de voler une voiture en fait pour se faire arrêter et qu'il lui arrive quelque chose. Sortez-moi de cette vie en fait. Hein. Aidez-moi. Faites quelque chose, mais il y a personne qui écoute. Hein. Et trouver du sens à sa vie qu'il lui arrive quelque chose en fait. Oui, mais non, mais c'est très très. Qu'est-ce que j'écris là? Je sais plus. I want to get caught. Yeah. Je veux être arrêté. Hein. Ouais. Et donc, je le suis jamais. Oui, c'est ça. Et et après c'est In Darkness I Will. J'ai écrit c'est mes dernières notes là. In Darkness I Will Disappear. Je vais disparaître dans le noir, dans le pénombre. Ouais. Ouais. Donc voilà, si personne m'arrête, je vais à la
c'est anéanti, c'est fini, c'est Ouais, sauvez-moi. C'est encore une échappatoire. oui, et une recherche de l'aide, en quelque Oui. sorte. Oui, c'est une Tout, espèce. tout en être un peu conscient du fait que ben, il y a personne qui va t'aider là-dedans. Hein. Ils vont pas t'arrêter Et- dans ta voiture. Ouais, et ça fait partie des chansons en fait qui annoncent déjà en fait ce qu'il va faire sur Nebraska, avec où là il sera complètement tout seul, mais où il va développer. Où il faut se focaliser donc aussi vraiment Ouais. sur ce qu'il dit et pas que sur la musique. Mais où il nous présente en très peu de temps en fait. Oui, pour moi c'est un film en fait. Oui. Alors dans Copland en fait c'est. Donc est-ce que The River est presque un concept album, donc un album de concept parce que ça revient dans The River, Oui. hein, cette. Ouais, il y a plusieurs Ouais. chansons qui explorent ce thème-là en fait du couple qui se découvre Ouais. juste après l'adolescence Ouais. et que Avec la légèreté de Ouais. l'adolescence, hein, on est allé avec la voiture au bord de la rivière, on s'est, ouais. Et on des s'est rêves baigné. et qui se prennent en fait une sorte de mur de la Ouais. réalité Ouais. et de la monotonie Ouais. du couple dans dans ces petites villes américaines et cette espèce de descente tranquille dans cette espèce de désespoir là, c'est. Mais quand même pour dire quelque chose de positif sur la musique, parce qu'une fois quand tu as capté le sens, ce voyage dans la nuit, c'est quand même bien fait musicalement. Comme je dis, quand j'avais pas la perception des paroles, ça m'a pas fait grand chose. Une fois que tu as un peu compris l'idée des paroles, d'un coup, toute la musique, ça a tout un sens. Hein, c'est parfois très, je sais pas si je me perds un peu dans les descriptions bizarres, mais ça se perd dans un grand espace en fait, sa musique. Hein, il y a de l'écho, c'est très large comme espace, mais il y a un grand vide en fait qui est représenté. Et je trouve qu'après, une fois quand tu comprends les paroles, tu t'en occupes. D'un coup, ça, quel est le mot? Comment on dit, l'instrumentalisation, il y a un mot qui me, L'arrangement. L'arrangement. Très bien. Parce qu'il n'y a pas allemand dedans. Quand c'est idéalement, n'importe quoi. Allez, donc oui, l'arrangement, ça a du sens d'un coup, je trouve, hein. Donc pas spectaculaire, mais après, ça sert au message, hein, je trouve. Ouais. Et c'est Belle petite chanson que tu as choisie, qui nécessite un regard de plus. Oui. Et alors donc. Est-ce que tu as donc envie de passer à mon deuxième défi pour toi? Tunnel of Love. Tunnel of Love. Oui. Donc moi je sais pourquoi tu l'as choisi maintenant. Et donc tu nous. Par contre, est-ce que c'est dans cet enregistrement là? C'était dans le premier. Dans le premier, donc je vais le redire quand j'en parle. De toute façon, je l'aurais. Oui. Ouais. Donc c'est. Mais pas que. C'est un album et une chanson que j'avais jamais écouté et je connaissais déjà Springsteen à l'époque pour voir en fait la promotion de l'album dans des magazines de musique. Mais en 87 en fait j'étais pas du tout là-dedans, j'étais vraiment dans la période Joshua Tree. Donc rien à voir et la présentation, en fait, enfin, cette pochette d'album Tunnel of Love devant une voiture. Oui, avec un espèce de cravate de cowboy là, avec les fils. Oui. Avec un costume de cette espèce de. Oui, le cowboy qui va à la danse le week-end. Je suis passé à côté. Oui. Et donc j'ai découvert la chanson. Et j'ai découvert ce que c'était donc ce fameux Tunnel of Love et voilà et ça m'a bien intéressé. Je connaissais pas cette chanson de Dire Straits, que j'ai pas écoutée,
Mais Apparemment, les deux sont basés sur un espèce de manège qui Oui. doit exister sur les Ouais. fêtes foraines Ouais. où tu vas dans un espace. C'est plutôt les couples qui le font. Oui, c'est un c'est- peu sombre. Je crois que c'est une excuse pour C'est- s'embrasser ou. c'est une attraction qui doit mêler le romantique, ce côté un peu fleur bleue, au train fantôme. Et à mon avis, je pense que ça se passe sur des Un sortes train de... fantôme, hein, on dit pour ça en Oui. français. D'accord, Ouais. tu m'apprends quelque chose. Ouais. Train, Comment vous dites en Allemagne? Geisterbahn. Geist, c'est le fantôme, et Bahn, c'est tout ce qui roule sur les rails. Donc, Ah. Et je pense que ce Tunnel of Love, en fait, se fait sur des petites barques, sur une espèce de rivière, en fait. D'accord. Et voilà, et en fait, c'était une attraction, je pense, qui devait être populaire dans les années 50 et peut-être encore un peu 60, mais qui devait favoriser le rapprochement et les relations Tu te mets en couple là-dedans et... des jeunes gens, ouais. Ouais. Avec Est-ce que tu connais la chanson de Dire Straits? Non. Non? Parce qu'elle est très belle aussi. Ouais. Hein. Elle commence, je crois, avec une espèce d'orgue, comme aussi, qui fait très fête foraine, du coup. Et elle est super aussi. Et donc, en fait, ouais, comme ça, en fait, si on voit Tunnel of Love, en fait, c'est une sorte d'image quand même assez intrigante, en fait, de se dire que... Encore un véhicule et encore un couple aussi. Ouais. Hein. Donc, que c'est... Bruce, fais quelque chose de nouveau, enfin. que l'amour est une sorte de tunnel, là, comme ça, dans lequel... De ride, de trajet aussi. Oui. Ouais, Et oui, en fait, je trouve que ça reprend, en fait, toutes ces images qu'il a, de la route, de la rivière, en fait. La rivière, en fait, c'est une image qui abonde, en fait, dans ses chansons. Et ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'en réalité, cet album-là, Tunnel of Love, était consacré à parler des relations entre hommes et femmes. Alors, je pensais qu'il l'avait déjà fait quand même plein de reprises. Toujours des choses à dire. Mais il en parle comme d'une espèce d'évolution de ces couples d'albums antérieurs, en fait. Et donc, je pense que, par exemple, ça serait la suite d'une chanson comme Stolen Car ou The River. Donc, on pourrait voir, en fait, des gens plus âgés qui réussiraient peut-être à recoller les morceaux dans cette espèce d'attraction désuète, en fait, comme une espèce de thérapie de couple. Oui. C'est ça, en fait. Et musicalement, j'ai pas grand chose à en dire, en fait. Je pense que tu as plus de choses à en dire d'un niveau personnel. Oui, d'accord. Musicalement, elle est quand même, elle fait pas très Bruce Springsteen, surtout le début, ça pourrait être Madonna. Hein. Si tu écoutes ça, c'est une chanson de 87. Si tu écoutes, je sais pas, La Isla Bonita ou Like a Prayer, il y a cette intro jusqu'au moment quand la vraie chanson démarre, ça pourrait être n'importe qui dans les années 80, je trouve. Bon, je t'avais dit, j'ai choisi ce morceau parce que mon père s'est acheté un CD de Bruce, le Tunnel of Love, qui donc, est-ce qu'on dit éponyme? Oui. Voilà, le disque est éponyme. Donc, il s'est acheté ça. Je peux pas te dire pourquoi. Je le verrai bientôt. Peut-être que je lui pose la question de pourquoi il a acheté ça. Mon premier, donc tu as dit d'ailleurs la période de Rattle and Hum. Mon premier CD c'était pas Rattle and Hum. Si. Rattle and Hum. Non, tu as dit Joshua Tree. Oui. Et moi c'était Rattle and Hum de U2. Ouais. C'était mon premier compact disque à l'époque. Donc on est un peu dans cette période-là, on est 87. Et donc mon père a acheté cet album, peut-être parce qu'il était intéressé par Born in the USA, et du coup il a acheté peut-être ce disque-là, ou je peux pas te dire. Donc du coup moi je suis allé en voyage de classe et j'avais besoin de musique pour mon Walkman. Et donc j'ai pris son CD Tunnel of Love et je l'ai mis sur une cassette. Donc c'est le moment où tous les gens plus jeunes que 30 ans sont en train d'éteindre le podcast.
Donc, j'avais mon Walkman et j'avais ce disque sur un Walkman et sur le voyage de classe, je pose la question, en 88, je suis allé en voyage de ski, donc de Berlin jusqu'en Autriche, c'est un long voyage, et j'ai écouté ce disque en boucle. Donc, donc il y a chez moi tout à fait un grand côté nostalgique là-dedans. Mais j'aurais pu aussi choisir une autre ballade qui s'appelle Tougher Than the Rest, qui est également sur l'album que je ne peux que te conseiller si tu as envie. Donc c'est très pop, effectivement, cette chanson, avec un synthesizer, des synthesizers à fond. Il y a même un yodel dedans, non? Tu trouves pas qu'à la fin, quand il fait cette voix très, très aiguë, que ça pourrait être presque un yodel, peut-être en me baladant dans un bus dans les Alpes autrichiennes, tu as fantasmé. Non, mais ça pourrait, hein, ça pourrait être une sorte de Jimmy Rogers. Ouais. Après, le yodel se retrouve dans le country. Oui. Et parce que c'est quand même le sud des États-Unis, c'était quand même aussi très populaire. Comment dire, il y avait beaucoup d'Allemands aussi, et c'est pour ça qu'on retrouve le yodel dans le country. Et cet album aussi, déjà visuellement, mais aussi en quelques étapes, un petit côté country. Bon, et je l'ai choisi pour des raisons nostalgiques, mais aussi parce que c'est un peu inhabituel avec justement l'arrangement de synthie pop des années 80. Même s'il y a quelques classiques dedans, il y a quand même le solo, c'est Nils Lofgren, et là tu le retrouves tout de suite, et le solo il est quand même super bien. Il me fait parfois penser à Jeff Beck. Je crois il doit beaucoup travailler avec la barre, parce que il bouge beaucoup dans les notes qu'il joue, et je trouve le solo quand même super bien. Ouais. La barre, c'est un vibrato. Oui, le vibrato, c'est ça? Ouais. Un whammy bar. Ou une whammy bar. Whammy bar, voilà. Wiggle stick. Oui, donc à mon avis, donc soit ça, ou il bouge carrément, je sais pas s'il bouge, au-dessus de la manche, parfois j'ai l'impression. Qu'il bouge la corde au-dessus de la manche. Ouais, ça on peut le faire. Bon, bref, il fait un son quand même super. Je trouve le solo est super, donc Des années 80. Des années 80. Non, quand même, je sais pas. Il y a aussi quand même pour le personnel, je regardais sur Wikipédia quand il y a Patti Scialfa, donc sa femme d'aujourd'hui, je sais pas de l'époque, mais d'aujourd'hui. Et Max Weinberg, donc même si c'est plus un album E Street, quand même un album avec un peu de personnel. Donc il la joue pas souvent. Et maintenant il y a là sur Spotify, on en a parlé, il y a plusieurs disques live qui sont sortis aussi, et là on retrouve une version live qui n'est pas mal, où il doit beaucoup se concentrer pour faire cette voix à la fin du morceau. Et mais aussi voilà, après il y a ce thème de l'amour que à l'époque je me suis pas trop occupé de sens de la chanson. J'aime bien cette petit mur de son synthesizer, même si c'est pas très typique. Voilà, ça déclenche plusieurs choses en moi, mais il y a un côté nostalgique certainement que je t'ai fait découvrir finalement, si tu veux ou pas. Si, je pense que c'est un album sur lequel il y a pas mal de morceaux qui... Et des petits gems, des petits joyaux quand même. Je pense qu'il y a un morceau qui s'appelle Spare Parts, qui doit être très très bien. On les retrouve parfois maintenant dans les lives aussi, oui. Tougher Than the Rest aussi. Je me rappelle plus si c'est Tougher Than the Rest, donc je suis plus fort que les autres. Là, c'est plutôt pour conquérir la femme. C'est pas encore le couple, c'est avant. Voilà, si tu veux ça, moi je suis plus fort que les autres. Et si je l'interprète bien. Et qu'est-ce que je voulais dire, celle-là, et je sais pas si c'est dans celle-là ou Tougher Than the Rest ou Tunnel of Love, où il y a une version live où il dit, s'il vous plaît, celle-là je la fais pas souvent, donc s'il vous plaît ne commencez pas à taper la main. Il le dit carrément au public, il dit commencez pas à faire le rythme avec la main parce que vous allez sinon me déconcentrer à fond et je peux pas la faire. Donc il demande carrément d'être calme pendant la chanson. Mais bon.
Et après, quand même, parce que tu dis le train fantôme, tout à la fin, il utilise quand même the house is haunted, donc la maison est hantée. Oui. Donc, il reste toujours ce truc, attends, on s'amuse bien à la fête foraine, mais il y a quelque chose qui nous attend, qu'il faut travailler après, ou voilà, c'est, en fait, quelqu'un je connais pas, avec la biographie, c'est toi qui l'as lu, mais il a dû avoir des déceptions assez fortes, ou il est juste réaliste, peut-être, voilà, que n'importe quel couple, à un certain moment, va avoir des problèmes. Et je pense pas, en fait, qu'ils mettent tant que ça en scène sa propre vie ou des expériences, à ce niveau-là. Je pense pas. Il observe, c'est tout. Il observe que n'importe quel amour prend après un chemin un peu plus rude ou compliqué. Non? Et ça serait comme une sorte de Raymond Carver, pour le coup, à faire des petites nouvelles comme ça sur le couple qui s'effrite ou qui vit comme ça dans une espèce d'espace contraint et à essayer de déployer des espèces de petits artifices qui peuvent marcher ou pas. Mais il y a un travail à faire en tout cas. Donc voilà, l'amour, ça a plusieurs chapitres en tout cas. Tu veux parler de Racing in the Street? Je pense qu'on peut parler de Racing in the Street. Je regarde un peu. Oui, on peut pas dire qu'on ne parle pas. Hein. Donc, on va parler de Racing in the Street. Donc, ta deuxième proposition. Donc, tu restes dans l'idée de l'automobile. Oui. Ouais. Donc, choix délibéré. Choix judicieux. Mais aussi parce que c'est un thème de lui. Oui. Donc, aussi peut-être son rapprochement à la culture populaire, la voiture étant quelque chose de très important, et d'aller dans les rues et pour juste s'amuser un peu. Et quelque chose en fait de pas si désuet que ça ou de pas si macho que ça finalement, parce que l'utilisation qu'il fait de ses références souvent, enfin dans ses chansons, dans les titres de ses chansons de la voiture. C'est un symbole de la fuite aussi très souvent. Ouais. Voilà. Et on est plus en fait dans ces chansons Baby You Can Drive My Car ou dans les chansons des Beach Boys où on a cette espèce de fascination juvénile par la voiture et puis par aussi ce qui... Il a fait progresser l'image aussi, il l'a utilisé pour des choses un peu plus élaborées que Est-ce que c'est pas un journaliste qui a dit sur Bruce Springsteen, j'ai vu le futur du rock'n'roll et son nom est Bruce Springsteen? Je sais pas, si je me trompe, comme l'excuse. Je sais sur Clapton, on a écrit sur un mur, Clapton is God. Ouais. Peut-être quelqu'un a juste oublié un haut, et c'est Clapton is good, mais là, je crois que c'était un commentaire d'un journaliste qui a dit Bruce était quelqu'un qui a développé le rock'n'roll. I saw the future of rock'n'roll. Its name is Bruce Springsteen dans les années 70. Ouais. Mais c'est ça l'idée dans les textes. Mais les Beatles l'ont fait parce que tu l'as cité, mais eux-mêmes ils ont réussi à développer assez vite aussi des chansons de I Wanna Hold Your Hand and Baby You Can Drive My Car, donc des trucs beaucoup plus complexes. Mais lui aussi il a pris ça dans ses textes. Bon, sa voiture, c'est quand même she, hein. She, c'est féminine. Hein. C'est donc déjà là. Donc déjà, à ma réaction à la chanson, je dis mais il y a un truc. J'ai écouté donc parce que on a mis ça sur toi. Chacun a mis des chansons sur la playlist. Et je dis Racing in the Street, je connais. Et je dis mais il y a un truc qui cloche, la chanson, il y a un problème, je la connais, mais je la connais pas. Donc, du coup, après, j'ai compris, oui, tu m'as mis, donc, Racing in the Street 78, un enregistrement alternatif qui, je sais pas, se faisait un peu plus tard, ou, donc, au début, ça m'a perturbé, je dis, mais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté Darkness et j'étais persuadé, je connais Racing in the Street.
Et du coup, j'étais un peu perturbé, donc j'ai donc rapidement travaillé mon Google et compris qu'il y a 2 versions, et donc j'ai trouvé l'autre. Donc, j'ai toujours aimé cette chanson, toujours. Et je préfère quand même la chanson de Darkness. C'est Darkness? Je préfère quand même la version de Darkness. Et je peux pas, il peut y avoir 2 raisons. Soit parce que je suis juste plus habitué à celle-là et j'arrive pas encore après quelques écoutes de mieux apprécier l'autre. Je trouve aussi qu'il chante mieux sur la version de Darkness. Je trouve ici son chant est un peu plus fatigué, alors que dans Darkness, je sais pas, je préfère ces chants sur Darkness. Après, Darkness aussi au niveau de l'arrangement, c'est un peu plus simple qu'ici. Oui. Et voilà, je peux pas te dire si c'est vraiment parce que je la connais mieux qu'elle me plaît plus sur Darkness, mais je la trouve ici un tout petit peu surchargée, très Springsteenesque, si tu veux, hein, avec tout ce qui fait le full E Street, plus un violon, et l'harmonica, aussi. Et bon, la chanson, il n'y a rien à dire. Donc on va pas dire pour la énième fois que c'est encore voilà le couple et la femme et qui après elle est seule sur la véranda de son papa et lui il va avec sa voiture dans les rues et tout ça. Mais donc la chanson en soi elle est bonne. Au niveau de l'arrangement, je préfère la Darkness quand même. Sur Darkness, en fait, je pense que le chant est plus en retenue. En fait, moi, je le voyais plus mélancolique, et même l'arrangement en lui-même est aussi plus en dedans, avec un piano qui reste plus présent et qui est plus léger. Et cette version-là, en fait, enfin, il y a certains passages où je préfère son chant qui est plus rageur ou qui scande plus en fait dans celle-là. Ouais, dans cette version de 78. Et ouais, moi je l'avais choisi parce que ça serait presque mon morceau préféré de Springsteen, parce que il y a cette cette errance, et puis je pense en fait que il évoque des personnages qui sont typiquement américains, mais que je pense avoir croisé aussi en France, dans ma campagne en étant adolescent, des espèces d'archétypes masculins comme ça, de gens qui vont bricoler leur voiture. Tu as remarqué qu'il a changé la voiture quand même? Oui. Ouais. Donc c'était dans l'original, j'ai regardé ça, Après, à un certain moment, je vais pas comparer toutes les paroles. Il y a quelques modifications de paroles, quelques légères modifications, je dirais. Mais c'est 69 Chevy dans l'original et 32 Ford dans la version que tu m'as proposée. Bon, après. Alors c'est des voitures très différentes. Fort probablement, j'en sais pas grand-chose. Plus vieille, voilà. Ouais. Je présume que le 32 Ford, c'est l'année. Oui. Ou c'est un modèle. Oui. Non, c'est l'année. D'accord. Donc, alors je pense que c'est une... 69 Chevy était plus près de... Oui. Donc, il est encore plus adulte dans la version que tu m'as donnée. Il préfère des trucs un peu plus vieux, un peu plus établis. Je pense, en fait, que c'est des voitures trafiquées, en fait, oui, remise en état aussi. Ce qu'ils appellent muscle car ou hot rod. D'accord. Aux États-Unis. Donc prendre une vieille voiture et la gonfler avec un moteur différent ou des pièces et changer des carburateurs. Oui. Et ça, c'est un typique de la classe populaire aussi, bon, aussi, je connais ça, des gens qui en adoraient des jeunes de bricoler. Moi, c'était jamais mon truc, mais de bricoler sur des bagnoles, c'est un truc à se rassembler. Ouais. Hein, en tant que mec, si tu veux aussi, pour... Avant l'essor du tuning. Oui. Avant cette partie-là, en fait. Dans les années
dans les années 80. Et voilà, c'est parce qu'à un moment, voilà, on a aussi, je l'ai noté les paroles typiques Springsteen, The dreams are torn, donc des rêves sont déchirés, donc voilà, c'est encore ce couple où je pense un couple, peut-être je me trompe et l'histoire est un peu plus élaborée, je peux pas dire raconter n'importe quoi, mais en tout cas il y a une déception encore sur le côté personnel, et donc du coup la fuite en roulant tonight the streets just right, donc for racing in the street, juste allez on sort, on roule. Ici, d'ailleurs, comparé avec Stolen Car, ici, c'est vraiment l'activité de rouler, alors que dans Stolen Car, c'est plutôt métaphore, hein, un peu. Ouais. Alors qu'ici, c'est vraiment aussi, si je comprends bien, l'idée de se retrouver et de rouler en voiture sans souci, en toute... Ouais, je pense que ça fait écho à tu sais, ces courses de voiture qu'on voit dans la Fureur de vivre. Attends, c'est quoi la Fureur de vivre? Le film avec James Dean. James Dean, oui. Avec la... Ah, est-ce qu'on s'appelle en anglais? East of Eden, peut-être? Giants? Non, c'est pas Giants, c'est East of Eden. Il a fait 3 films, de toute façon. Oui. Donc, la Fureur de vivre. Bon, ouais, mais je les connais pas en français. Désolé, ma socialisation culturelle s'est passée Moi, j'ai plus le titre original. Peut-être Rebel Without a Cause. Rebel Without a Cause. Oui, c'est ça. Avec le mouchoir. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est ça, oui. La course des dégonflés. Voilà. En français. Probablement, je l'ai jamais vu en français. Mais voilà, oui, ça fait référence je pense à des films. À plein de films. Jusqu'à aujourd'hui, il paraît les films de automobile. J'ai jamais vu un seul Fast and Furious, mais oui, voilà. Mais par contre, en fait, il y a toujours une attention à la psychologie, au personnage féminin en fait qui souffre aussi dans la relation. Oui. Ça, il le traite bien. Il le traite pas que de son point de vue à lui. Oui, c'est vrai. Il est absolument conscient que c'est une situation malheureuse qui est partagée et qui constate en fait qu'il est impuissant à résoudre la fuite. Ça m'a fait penser à The River. I act like I can't remember. Mary acts like she doesn't care. Donc les deux font de la comédie. Un fait semblant de pas se souvenir et l'autre fait semblant que ne pas être touché par la situation. Mais les deux sont en souffrance. Ouais, c'est ça. Hein, je crois je paraphrase, mais à peu près c'est ça qu'il dit dans la chanson. C'est vrai, il a rarement un regard macho sur la chose. S'il y a souffrance, c'est presque pas. C'est vrai, il le traite toujours de façon juste, je trouve. Donc, en disant qu'il n'y a pas souffrance parce qu'elle m'emmerde, il y a souffrance parce que tous les deux, on était enfants et maintenant la vie nous a rattrapés. Hein. Donc, quand on pense à cette chanson là, The River. Moi, elle me fait penser, en fait, parce que je pense qu'au tout départ, en fait, au moment où ils doivent se marier, il doit recevoir une sorte d'appel à la conscription pour aller au Vietnam. Il me semble que j'ai compris cette chanson-là comme ça. Je m'en rappelle plus, non. Mais ça me fait penser, je sais qu'ils doivent aller au juge ou à la mairie pour avoir la permission de se marier. Après, c'est peut-être aussi, je me rappelle pas. En fait, dans la chanson, il doit dire I got a union card. Oui. And je sais plus quoi. Après, union card, je crois que c'est les syndicats de travail. I got a union card and a wedding coat. Oui. Je sais pas si union card, c'est peut-être aussi, soit c'est un syndicat de travail ou c'est peut-être une permission de se marier. Ou autre chose, écoute, ouais, ça me faisait penser à... J'avais pas Vietnam dans l'idée de The River, mais bon, de toute façon, c'est, malgré tout, c'est encore la post-war period et donc les histoires. Ouais, ça me fait penser à, c'est Voyage au bout de l'enfer.
le film de Michael Cimino Avec Robert De Niro Oui. et John Cazale. Christopher Walken. Christopher. Hey! Et oui, et c'est... Avec la roulette russe. Oui, c'est ça. Oui. Spoiler alert. Et ce film est exactement dans cet esprit des chansons des personnages de Springsteen. Mm. Je trouve que c'est oui. cette amitié, ces espèces de relations, de mariage comme ça qui sont chez les travailleurs. Mm. C'est quelque chose de... Dans les chansons qu'on a traitées ici, il en parle pas, on n'a pas, c'était pas, mais aussi quand même la guerre, c'est un thème récurrent chez lui aussi, hein, donc, avec, déjà, Born in the USA, War, What is it good for? Est-ce que c'est peut-être même sur Life in New York City où il raconte une histoire qu'il a parlé à son père et donc il s'est pas enregistré ou un truc comme ça pour le Vietnam et son père juste dit ouais c'est bien, good, un truc comme ça. Je crois une anecdote comme ça. C'est quand même aussi un thème qui était pas dans ces 5 chansons qu'on a vues aujourd'hui. Peut-être si je vois l'heure, ça pourrait être le moment d'arriver à la conclusion. Exactement. Bon, sans grande conclusion, donc je te remercie de m'avoir fait écouter 2 chansons que j'aurais peut-être pas choisies comme ça. C'est idem. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que donc j'ai proposé à Maxime, je l'ai dit là, si on doit aller donc sur le célèbre île désertée, Oui. on a droit à un certain nombre de disques. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? 10 ou 5? 5. 5. Chacun a 5 disques, 5,45, ouais. Donc même si 5 chansons. 10th Avenue Freeze Out ne rentre pas sur un 45, mais 5 chansons. On peut apporter 5 chansons. Tu peux avoir 5 chansons et la bonne idée, c'est, vous voyez là, comme je dis, on lance un podcast, on a peut-être l'espoir d'en faire plusieurs. Donc ça devient intéressant à partir d'un certain moment où la pochette est pleine. Hein, où la pochette est pleine. Juste là, on va dire, on a chacun une petite pochette vide avec 5 places pour les 45. Est-ce qu'il y en a une chanson de ces 5 chansons que tu prendrais dans ta pochette sur l'île pour le moment? Et qu'après, pour le moment, tu peux prendre toutes, hein, parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore obligé de vider. Et s'il ne devait en rester qu'une, je pense finalement que je garderais, sur une île déserte, hein, je garderais Dancing in the Dark. C'est vrai? Oui. En espérant que tu... Alors, en fait, de façon pragmatique, parce que je pourrais pas emporter des chansons déprimantes. Ah, pas mauvais comme réflexion. Ouais. Je pourrais pas emmener les chansons que j'ai choisies, par exemple. Je vais marquer sur le fond de mon petit cahier pour que je l'oublie pas. Donc, toi, tu le vois vraiment de côté pratique. Un côté pratique, tu te dis, je veux pas déprimer. Donc, je me suis dit que, comme une chanson de Rod Stewart, cette chanson-là pourrait être une chanson Baby Jane, don't leave me. Ok. Qui m'aiderait, en fait, à... In the Dark. Donc ça, c'est ta pochette. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'idée parce que pourquoi on ne mette pas les 5 pour les jeter, c'est toujours une chanson? Donc toi, c'est Dancing in the Dark. Oui. Ben, figure-toi, je vais donc réfléchir 2 secondes. Donc, Stolen Car. Je crains que ça va rester une de moins, et je pense que même pour, être aussi un peu nostalgique sur mon île, quand il y a le soleil qui brûle, qui me brûle la peau, ma peau blanche du nord, fragile, je prends Tunnel of Love, qui me va faire un tour dans les Alpes autrichiennes en voyage de ski 1988, le bus de Berlin en Autriche, qui a traversé la sombre RDA à l'époque encore. Ah oui.
87, 8, Ah, 8, ouais, début ouais. 88 c'était. Donc du coup, je crois Ton Love Love me donne la bonne humeur et après des pleurs bien sûr parce que ça va me rendre nostalgique. Mais je garderai cette chanson atypique dans mon petite pochette où il reste donc maintenant 4 places pour chacun. Eh oui. Bon, On en va la boucle. remplir. En boucle, Oui. je te remercie. Merci Daniel Merci Maxime pour cette première. pour cette première. On va discuter les prochains jours sur la suite. Ouais. Rod Stewart peut-être, on verra. On se laisse Paul Simon, Paul Simon, pas mauvais. le saxophone dans le rock. Ah bon. L'harmonica. Allez, bon, on arrête là. Oui. Merci. Merci. Ciao. Ciao.